Voilà, donc l'idée de Hauville-l'Abbaye, elle nous est venue par le fait qu'il y a un gros patrimoine ici. Il y a au moins 5 manoirs, il y a des belles demeures, et puis en lui-même, le village, il est intéressant parce que il y a des points culminants dans le Pays de Caux. Euh, les plus hauts, c'est sur Saint-Martin-aux-Arbres, donc on n'est pas si loin. Et puis la région de Doudeville, qui était assez haut sur le plateau. Et puis Bois-Guillaume, toute la région Caux-Rouen, qui là culmine aussi à 182 mètres. Et c'est ce qui nous amène à penser que Houville-l'Abbaye vient donc de haut, et qui veut dire marais, boue, marécage, etc. Donc, si vous voulez, un plateau de course, c'est un plateau élevé, déjà. Ensuite, il y a des rainures, ce sont les vallées. Donc, les vallées vers la Seine, les vallées vers donc la mer. Et en fait, la région, cette région-là, c'est comme un haut plateau et les eaux stagnaient. Donc, il a fallu, à un moment donné, assécher les marais pour faire de la culture. Donc, le Houville-l'Abbaye vient déjà de deux eaux, plus ensuite enfin, il y a eu pas mal de désignations. Et aujourd'hui, c'est devenu ville ou ville, donc c'est une ferme, enfin donc c'est un système agraire, et donc ça a formé le village. Alors le village, il était connu par qui venait d'Arc la Bataille, oui, Arc à côté de Dieppe, et qui allait jusqu'en Bretagne. Donc il y avait un axe majeur, qui était Dieppe-Arc la Bataille, et qui allait jusqu'en Bretagne. Vous imaginez? C'était une voie romaine, et elle passait à Houville-l'Abbaye. Recto sur Houville, elle filait sur Yvetot, puis traversait la Seine à Caudebec et aller jusqu'à Bellem, donc dans l'Orne. C'était un axe quand même majeur. Et donc beaucoup déjà dans l'Antiquité voyageaient du nord vers l'ouest par Houville-l'Abbaye. Ce qui fait que il y a une demeure qui est très belle en face l'ancien prieuré dit l'abbaye d'Houville-l'Abbaye, c'est le relais de poste. Et donc le relais de poste, on en reparlera tout à l'heure, mais c'était une halte sur déjà ce parcours. Alors surtout au Moyen Âge avec les moines, hein, parce que c'est eux qui géraient donc cette halte. Mais sachant que les voies romaines étaient pavées de silex, donc contrairement à d'autres régions où c'était des dalles, là ils pavaient les allées romaines par du silex taillé. Donc Houville-l'Abbaye, c'est quand même une vieille affaire qui s'est développée donc obligatoirement au temps de Guillaume le Conquérant avec les Anglo-Saxons, et eux-mêmes ont travaillé sur l'assèchement, ont travaillé sur le défrichement et ont construit un système donc agricole autour sur les plateaux, et donc ont amené l'agriculture ici. Donc on est sur une région aujourd'hui agricole, très cultivée, et qui faisait la richesse du Pays de Caux. Alors je vais vous lire un texte qui parle d'Houville-l'Abbaye, parce qu'il n'y en a pas des tonnes. Et c'est un Bernardin de Saint-Pierre qui a traversé le Pays de Caux, justement, qui a suivi cette voie romaine. Et lui, il venait de Paris, il est allé jusqu'à Dieppe, il a pris la voie romaine à Arc-la-Bataille jusqu'à Bellem, et de Bellem, il a rejoint Nonancourt et Paris. Bernardin de Saint-Pierre, c'était l'ami de Jean-Jacques Rousseau, donc contemporain de Jean-Jacques Rousseau, ils étaient amis. Rousseau aimait s'occuper de la botanique et des campagnes et des montagnes. Par contre, Bernardin de Saint-Pierre, lui, il était amateur du littoral.
Donc, il est souvent venu par ici. Il était du Havre, déjà. Et puis, il a exploré beaucoup il était naturaliste en même temps qu'écrivain. Et c'est lui qui a écrit Paul et Virginie, un roman célèbre. Et donc, il était dans le même courant de pensée que Jean-Jacques Rousseau. Et donc, il racontait ses voyages comme Jean-Jacques Rousseau. Alors, je vous fais le passage où, venant du Thor, lui il dit Thor, mais c'est Thorménil dont on parle, où il rencontre trois jolies filles et qui le font passer par leur cour pour éviter le mauvais chemin du village de Thor. Là, on ne parle pas de lui. Il grimpa sur le fossé et leur souhaita un bon mari. Il était souvent entrepris par les jeunes filles, Henri Bernardin de Saint-Pierre. Il était très courtisé partout. Il y en a même une qui souhaitait faire l'amour avec lui, c'était dans l'Orne. Vous voyez, donc peu de gens voyageaient comme lui seul. Voilà. Peut-être peut-être que c'était un bel homme. Hein. Donc, rencontre d'un berger, il fait toutes sortes de rencontres, hein, de 76 ans, vieillard fort gai, homme content, et qui lui conseille de loger près de lui. Alors, les Rabettes, c'est le nom vulgaire des Chouraves. Le Pays de Caux était connu pour ses Chouraves. Donc, il y avait de la neige, on était au mois de mars, on arrivait au mois d'avril, et donc la neige était encore restée sur les toits de l'abbaye. Là, on parle d'ici, hein, vraiment, c'était en 1775, avant la Révolution. À l'abbaye, il ne manquait rien. Il y trouvait des salaisons, du vin cher, et le bois qu'en moins d'une heure, j'aurais pu en brûler pour un écu. C'est-à-dire que à l'époque, les moines avaient des vignes. Alors, la vigne la plus proche d'ici, peut-être qu'ils allaient faire leur vin en partie là-bas, c'était à Héricourt, à Saint-Riquier-d'Héricourt. La commune s'appelait Saint-Riquier-d'Héricourt. Donc, c'est pas si loin à vol d'oiseau. Et donc, les moines, de toute façon, dans le Pays de Caux, pour les coteaux bien exposés, on pouvait faire du vin. Après, ça a été supplanté par le cidre, bien entendu. Mais à Fécamp, à Étretat, à Saint-Riquier-d'Héricourt, on faisait du vin. Il y avait des vignobles. Mon père, qui était de la sécheresse, donc du Nouveau Monde à Hautot-Saint-Sulpice, a connu des vignes encore sur le bois Lambert à la sécheresse. Donc c'était encore une activité. Je suis passé tout à l'heure à Héricourt, dans les petites propriétés, j'ai vu des vignes avec des grappes de raisin. Donc il y a quelque chose qui est une tradition. Mais c'était surtout le cidre. Voilà. Alors, je reviens donc. Mon hôte était paralytique des jambes depuis que l'abbaye d'Ouville brûla il y a 40 ans. Donc c'était en 1730. Elle est au Feuillant, donc on en parlera tout à l'heure, c'était une communauté religieuse. Me dit que l'acre de terre contenant 60 acres rapporte depuis 100 jusqu'à 400 gerbes de blé. Du côté de la mer, la gerbe vaut 20 sous. Et il faut 4 jusqu'à 8 pour faire un boisseau. Alors, il parle de façon un peu décousue, mais il poursuit. Examen de la chambre. Disposition de mes compatriotes pour les lettres et les arts. Donc, c'était des lieux de rencontre où des gens assez cultivés fréquentaient cette halte. Multitude de noms, d'inscriptions, de têtes menaçantes, d'hommes d'épée à la main, d'exécutions de justice, de scènes trop galantes. Petite chandelle, menue et sombre, triste lieu. Logé à la botte, pouvant à peine marcher, je passais 3 chambres et du haut de l'escalier, je demandais de l'eau. L'autre me dit qu'il ne pouvait pas marcher. Il se traîna jusqu'à la porte et demanda à sa fille qui m'apporta de l'eau dans une pinte. Il me donna du papier, brouillard. Je me couchai après m'être frotté de suif. Et le lendemain, je dormis bien. Je fus réveillé par le froid. D'ailleurs, il y avait encore la neige sur les toits du prieuré. Le lit était en pente, tout avait coulé.
J'ouvris ma croisée, j'aperçus qu'il y avait fortement gelé. De plus, j'aperçus qu'il y avait une grande chatière à ma porte et que l'air entrait à son aise par la cheminée, où j'avais aperçu le grand jour, mes contrevents fermés. Au reste, le ciel était très beau, mes pieds un peu douloureux. Je sortis, descente au village et château d'Ouville, chemin très mauvais, obligé d'enjamber les fossés, gens obligeants qui sortaient pour me montrer le chemin. De probables d'attaques, parce qu'il y a eu la guerre de 100 ans quand même, qui est passée par là. Et puis, il y a eu aussi des faits assez... surtout la guerre de 100 ans. Après, Henri IV, il est venu sur la bataille pour faire une escarmouche avec les ligueurs. Donc, tout le Pays-Caux a été souvent ravagé, et y compris à Auville-l'Abbaye, par tous ces mouvements de la guerre de 100 ans et voire les guerres de religion au XVe siècle. Voilà. Donc, je vous montrais, ça c'est la vue du château d'Ouville au XIIe siècle. Donc c'est toujours intéressant de se représenter. Et l'idée, c'est la motte. Qu'est-ce qu'a inventé la motte? C'est Guillaume le Conquérant. Pour protéger donc le seigneur, il fiefait et il installait donc des mottes. Et ce type de construction ont donné les châteaux forts sur des mottes. Et puis ça a été reproduit en Angleterre quand Guillaume est devenu roi d'Angleterre. Pas vous raconter l'histoire du château parce qu'elle serait assez longue à raconter. Par contre, le château a accueilli à la guerre 14-18, il a abrité des colonies de vacances forcées. En fait, c'était les orphelins belges qui avaient été ravagés par la guerre 14-18. Et donc, il y a pas mal d'enfants qui ont été envoyés ici en séjour, loin du front, loin de la guerre. Et donc, ils se sont, on les voit ici, sur l'image du dessous. Ils venaient, ils étaient réfugiés en fait ici, mais à d'autres endroits, hein, vous savez. Mais ici, le château a accueilli bon nombre d'orphelins belges qui ont souffert de la guerre au moment où c'était très compliqué. Beaucoup moins longue, elle fait 200 à 300 mètres. Elle n'est pas plantée de hêtres, elle est plantée de signes extérieurs de richesse d'un château, de posséder une allée, voire à Héricourt, au Boccol, un mail de 900 mètres. Et vous en retrouvez un autre aussi très important à Ban-le-Comte. Des tilleuls, elle est très ancienne, puisqu'avant le lin, ou quasiment à la même époque, selon les endroits, avec l'écorce des tilleuls, on faisait du fil, on faisait du vêtement. Donc le mot taille, quand on parle de taillage du lin, en fait, il faut revenir au tilleul, qui est une des premières formes de textile, le tilleul. Ça paraît surprenant, mais c'est véridique. Alors, dans l'Eure, par exemple, il y a beaucoup de mots en taille. Alors là, on va traverser la plaine, et avant cela, je vais vous montrer, j'ai travaillé sur la terre d'Ouville. Vous voyez, toute la terre n'a pas la même couleur à Auville-l'Abbaye. Là, c'est une terre de talus, qui est ferrugineuse. Et là, on a une terre agricole argileuse. Vous voyez? Donc, dans certains villages, il y a au moins parfois 4 ou 5 couleurs de terre différentes. Ce qui influe sur l'agriculture, les cultures, bien sûr. Et les talus sont souvent avec, il y a des remontées de silex et d'argile à silex, et donc les talus sont souvent assez bruns, contrairement aux plaines qui sont des limons. Donc là, on va traverser une plaine limeneuse. Qui est sur la branche. Ça, c'est la gale spongieuse, donc il y a un insecte dedans. Là, vous avez la gale qui est sur la feuille du chêne. Il y a le trou de l'insecte. Et avec cela, on faisait des enluminures.
Et les plus belles des galles se trouvent en Syrie. Malheureusement, avec la guerre, ça a souffert. Patrimoine mondial le plus remarquable avec les savants d'Alep, c'était la galle des chênes de Syrie. Et avec ça, on faisait les plus belles des encres au monde, qui sont sur tous les vieux parchemins. Et cela, c'est de la galle spongieuse, qui a moins d'attrait. Celle-là, venant d'Orient, a servi à faire les bruns et les marrons de la tapisserie et broderie de Bayeux. Cette couleur-là, on ne l'avait pas. Même si on mélange du vert avec du rouge, on a du brun. Mais dans la teinture, ça marche pas. Il faut une couleur spécifique. Et donc, il faisait venir, pour faire les enluminures de l'abbaye de la Trinité de Fécamp, c'est les premières enluminures, 9e siècle, 10e siècle, avec les moines. C'est les plus vieilles même en France, hein, à Fécamp, avec le duc de Normandie, Richard Ier. Il a découvert la pomme, la bonne pomme dans les forêts du Pays de Caux, il a fait venir d'Orient de la Galle pour faire des enluminures, des encres. Et à la broderie de Bayeux, ils ont perpétué jusqu'à teindre la laine avec la galle de chêne de Syrie. Maintenant, au Portugal, en Espagne, on trouve l'arbre qui fait cette galle-là. Et vous allez dans les contrées d'Espagne et du Portugal, vous avez des chênes avec des galles énormes. Ils sont magnifiques. Et qui peuvent servir à faire de l'encre. Mais montre beaucoup le mot jonc. Et il y a le jonc et les genêts, les deux. Et les deux servaient à la teinture. Ça fait partie des 300 plantes étudiées par Dambournay au XVIIIe siècle avant la Révolution, qui voulait que la France soit autonome au niveau des teintures, pouvoir tinctorial, comme le chêne, comme voilà. Le jonc, la fleur, était bonne pour la teinture. L'écorce du pommier était bonne pour la teinture. La feuille du pommier était bonne pour la teinture, etc. Donc, on aurait pu se passer de la chimie, mais la chimie est arrivée à tout balayer. Mais Dambournay, qui était responsable du jardin des plantes de Rouen, et qui a fait ses plantations ensuite à Oissel, il avait fait l'inventaire en Normandie de toutes les plantes tinctoriales. Travail fabuleux, mais la chimie a tout balayé. Exemple d'une belle cavée. Et il y a un terme à moitié anglais, bank, qui est une hauteur médiane des hauteurs de talus. Donc plus on va vers la mer, plus les talus sont élevés pour protéger du vent, bien sûr. Et après, vers la plaine, on protégeait énormément avec des hauts talus qui ceinturaient les masures du côté des vents les plus violents. D'accord? Et puis les écoulements se faisaient à la fois par ici à l'intérieur et par l'extérieur vers la mare ou des mares pour l'agriculture. Il faut savoir aussi que la limite de propriété n'est pas le sommet du talus. La propriété, c'est celui qui possède le terrain derrière. Sa limite de propriété incroyable et une stabilité grâce à ce fossé talus. Talus et fossé, c'est le même mot. Hein. Qu'au choix, on dit un fossé même, plutôt qu'un talus. Ce château-là, il m'est resté marqué parce qu'il y a une telle austérité. Mais ça... Il a même peut-être servi de léproserie, parce qu'il y a des barreaux. Fonction de léproserie ou de confiner les malades. Les premiers confinements, c'est ça. Mais ça vaut le détour. Les charpentes, etc. Donc, c'est un défi d'architecture à chaque fois. Et surélevé, rehaussé avec cette architecture au XVIe siècle, début du XVIe siècle. Et là, vous avez les bâtiments qui sont encore ici. Là, vous avez le bâtiment, un logis, et vous aviez l'ensemble du prieuré abbaye. C'était quand même beau. Et il y avait des pommiers. C'était leur cidre. Et c'est tout le derrière qui a pris feu alors. Ah ouais. C'est classique, hein. Donc vous voyez un peu cette splendeur locale. Donc
des potagers, des vergers. Le colombier, alors il paraît que le colombier n'est pas à son endroit, mais il fallait le mettre dans le blanc. Le colombier, ils avaient de l'engrais pour leur terrain et leur culture. Donc celui qui avait le colombier, c'était surtout pour l'engrais, des pigeons, pour amender les terrains. Donc on avait une terre encore beaucoup plus riche sur du limon qui était déjà riche, et de la marne, etc. Donc voilà. Le Vico, c'est ça. Hein. C'est une accumulation de richesses. C'est pour ça que ça a été souvent convoité. Y compris par les moines qui percevaient la dîme, par exemple des pommes, ou du vin. Voilà. Donc cette image-là, ben, on la trouve sur Gallica. Il faut chercher. Voilà. Et en fait, toutes les abbayes qui n'existent plus, on peut encore les voir sur Gallica, dans les archives nationales. C'est magnifique. Et on voit bien que le pays était pelé. Pourquoi Il y avait pas trop de masure autour, c'était de la plaine. C'était